Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT sur 8 Mont Blanc. Vous le voyez, nous sommes de retour en plateau ce lundi avec quelques nouveautés. Un JT renforcé dès 18 h en direct pour laisser plus de place à l'info locale. Un nouveau magazine Panorama chaque soir, une série d'entretiens avec en tête-à-tête en fin de semaine. Mais certaines choses ne changent pas. Voici les titres de ce lundi 14 septembre. Je reçois dans quelques minutes le directeur départemental de l'Agence régionale de la santé pour faire le point sur la situation sanitaire en Haute-Savoie. Le niveau de vulnérabilité des Pays de Savoie est modéré, l'Ain est lui passé en rouge. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? Nous le verrons avec Luc Rollet. Économie ensuite, la foire de Savoie a bien lieu malgré la situation sanitaire. Elle a été inaugurée vendredi. Temps fort de l'économie savoyarde, ses participants l'attendaient avec impatience pour se relancer. Ils se sont confiés à Sébastien Germain. Mais avant économie, là aussi, avec l'inquiétude de certains salariés de Franck-Épignard. À Thiers, le personnel de l'entreprise de décolletage était appelé à manifester ce lundi matin. Placé en redressement judiciaire, le 2 juin dernier, le sous-traitant automobile a été repris par son ancien dirigeant, Marc Aurélou. Pour faire face aux difficultés économiques, 227 personnes ont été licenciées. Aurore Briffaut était sur place ce matin, reportage. Devant le siège de Franck-Épignard, ils étaient une trentaine d'anciens salariés. Tous dénoncent cette vague de licenciements alors que l'entreprise connaît des difficultés économiques depuis de nombreuses années. C'est la faute de ceux qui nous managent. On a eu MEC, on a eu Tocam, on a eu là aujourd'hui on a Aurélou, c'est les trois. C'est le même système. On licencie à chaque fois qu'on nous rachète, on dit qu'il y a trop de salariés, à chaque fois on leur met en question, mais c'est la gestion qui ne va pas. Non, tout va bien. Alors là, effectivement, oui, on saute sur le Covid. Le Covid, il a bon dos, quoi. Parce que chez Franck, franchement, avant le Covid, il y avait des soucis déjà. Beaucoup ne comprennent pas la stratégie de M. Aurélou. C'est le cas de Géraldine Dinco qui l'explique dans une lettre. Il n'a pas honte de licencier autant de salariés pour se rendre compte que maintenant le boulot augmente et qu'il doit livrer les clients. Il aurait pu profiter des heures de chômage données par le gouvernement et faire un roulement avec les salariés. Mais il a préféré licencier pour faire son marché après. La direction assure qu'aucun intérimaire n'est embauché actuellement pour assurer la production. La priorité sera donnée aux anciens salariés. Tous ne voudront pas retravailler dans l'entreprise. Je ne veux plus travailler pour ce monsieur. Mais aujourd'hui, je suis là pour mettre un coup de gueule pour mes collègues. Parce qu'il y a des familles ici qui se retrouvent sans emploi. Et qui ont envie de réintégrer Franck-Épignard, oui, parce qu'ils ont besoin de boulot. Aujourd'hui, encore une centaine de salariés travaillent encore pour l'entreprise de décolletage. Et à noter que Franck-Épignard a changé de nom début août. L'entreprise s'appelle désormais Précis Alpes Technologies. C'est une arrivée qui fait polémique. Le géant américain McDonald's envisagerait d'ouvrir un restaurant en plein centre d'Annecy, à quelques mètres du Paquier. Une installation bien loin de faire l'unanimité chez les élus et chez les commerçants. C'est un reportage de Sébastien Germain. C'est donc ici, à quelques encablures du Paquier, à la place du restaurant Les Arcades, que le géant américain McDonald's souhaite implanter sa nouvelle enseigne. Une probable arrivée loin de faire l'unanimité chez les commerçants alentours. En premier lieu, l'hôtel Splendide qui jouxterait le fast-food. On redoute fortement, au-delà de l'aspect symbolique de l'installation de McDonald's à cet endroit dans un bâtiment classé remarquable à la VAP, on redoute l'ensemble des nuisances que vont être les odeurs, que vont être les cris, les bruits, les saletés, les détritus, comme on peut le constater ailleurs du reste. Pour illustrer ce mécontentement, une pétition contre cette possible installation a depuis quelques jours été lancée sur Internet. Les signatures y sont déjà très nombreuses, preuve que la nouvelle fait réagir. C'est difficile parce qu'il faut faire la part des choses entre l'utile et l'agréable. Oui, Annecy, c'est une belle ville, on a envie de se restaurer, mais ça peut engendrer quelque chose de dangereux au niveau écologique. On a déjà un lac qui peut être pollué et ce serait dommage d'en rajouter une couche et de polluer une belle nature qu'on a à Annecy. Personnellement, ce genre de restauration n'est pas bonne pour la santé. D'un autre côté, on a déjà le Burger King qui est là. Et par rapport à la nourriture qui peut être servie dans la vieille ville, pour moi, c'est pas de plus mauvaise qualité, si vous voulez. Pour François Astorg et son équipe municipale, cet épineux dossier aux multiples contraintes administratives est désormais une priorité. Et sur ce point précis, le nouveau maire en place est catégorique. Les maires n'ont pas tous les pouvoirs sur leur ville et notamment ça dépend des lois de l'OMC. Alors je suis en train de prendre contact avec des maires dans la France qui se sont confrontés à McDonald's pour avoir du partage d'expérience, pour avoir une ligne
de travail qui soit encore beaucoup plus définitif, beaucoup plus clair. Est-ce qu'on doit laisser fleurir les hamburgers un peu partout? Je ne crois pas et je vais tout faire pour m'y opposer et je suis très confiant. Mais pour l'opposition, l'arrivée de McDonald's en plein cœur du centre-ville d'Annecy cache quelque chose de plus sous-jacent et même un problème de gouvernance. Il y a deux questions. Il y a la question du McDonald's. J'ai jamais souhaité qu'il s'implante. Je pense que c'est bien de continuer à lutter contre cela. La ville peut le faire. Monsieur Astorg rejoint aujourd'hui ma position et j'en suis ravi. Mais ce qui est grave, c'est le plan politique. Madame Lardet, elle dit, elle, qu'on ne pouvait rien faire, elle est pour. Elle préside l'agglomération, elle est maire adjointe au commerce, Monsieur Astorg est maire. C'est la fracture politique qui commence. Et c'est le deuxième exemple, voire le troisième. Pour une fois, serait-on tenté de dire majorité et opposition sont d'accord sur le même point? Ils ne veulent pas d'un deuxième restaurant de fast-food dans un tout petit rayon proche du paquet. Nous allons parler santé maintenant avec mon invité du jour. J'accueille Luc Rollet, directeur départemental de la Haute-Savoie de l'Agence régionale de la santé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Alors, quelques chiffres pour commencer. Plus 7183 cas en 24 heures en France. En Auvergne-Rhône-Alpes aussi, le virus de la Covid-19 circule intensément, notamment dans le Rhône, l'Isère, l'Ain, le Puy-de-Dôme et la Loire. Le taux d'incidence est de 83,5 pour 100 000 habitants. Et il augmente dans tous les départements et c'est notamment le cas de la Haute-Savoie. On était à 33 pour 100 000 avant le week-end. Aujourd'hui, nous sommes à 41,9. Vous êtes inquiet? Il faut l'être? Je ne sais pas s'il faut l'être, mais en tout cas, tout nous porte à croire que oui, il faut être inquiet. Et s'il ne faut pas forcément donner ce mot-là, je pense que clairement, il faut qu'on soit conscient de la situation et être en mesure d'y répondre très rapidement, parce qu'on sait ce qui s'est passé au mois de mars et par conséquent, il faut être prêt dès maintenant. On s'est expliqué ce rebond de 33 avant le week-end à presque 42 ce lundi? Je dirais que je ne veux pas réécrire l'histoire, parce que l'histoire, nous l'avons déjà connue effectivement au mois de mars. Globalement, non. À quoi est dû ce rebond? Vraisemblablement, bien sûr, à des réunions qui ont été festives pendant l'été et qui, on le constate aujourd'hui, rayonnent un petit peu et ont tendance à augmenter ces chiffres de manière assez récurrente depuis quelques jours, oui, en effet. Alors depuis le 7 février, vous êtes bien occupé, vous êtes en cellule de crise. En ce moment, vous gardez un œil sur 6 clusters en Haute-Savoie, donc ces regroupements de cas. 2 sont particulièrement sensibles, un familial, un EHPAD. Ça veut dire que ces 2-là ne sont pas maîtrisés aujourd'hui? Actuellement, ceux-là sont en cours en fait, d'investigation par nos équipes, mais aussi par les équipes des établissements hospitaliers qui travaillent à nos côtés de manière à bien cibler quelles sont les personnes, je dirais, les plus sensibles, quelles sont les personnes contacts à risque. Et là aussi, on a des détections qui se font de manière très ciblée. Et puis ensuite, chaque directeur d'établissement, notamment les EHPAD, va prendre des mesures qui seront spécifiques à son établissement de manière à vraiment s'adapter à la situation du moment. On peut s'attendre justement à des mesures plus serrées dans les EHPAD, comme ça a pu être le cas au mois de mars, d'avril. Oui, alors je ne sais pas si ça doit être considéré comme une mesure plus serrée, mais en tout cas très adaptée. Et il faut bien se dire que nous laissons effectivement l'initiative au chef d'établissement de vraiment adapter la situation au cas de Covid ou non, mais il ne faut pas forcément attendre un cas de Covid pour réagir, c'est évident. Alors, les cas contacts sont contactés. Vous, l'ARS, vous gérez plutôt les clusters, on l'a dit, la CPM plutôt les cas particuliers. Il y a un numéro de téléphone qui peut potentiellement appeler les gens, donc je vais le redonner parce qu'il est important de répondre à ce numéro de téléphone. Donc c'est le 09 86 01 36 46. À quoi ça sert d'être contacté comme ça? Alors ça sert simplement d'abord à établir effectivement si le contact est vraiment un contact à risque, et puis ensuite, surtout, à lui donner les bonnes mesures à prendre, à lui demander de se faire dépister, mais à telle ou telle date, parce que là aussi, nous savons aujourd'hui que ça n'est pas après les 2 ou 3 premiers jours qu'on risque de se positiver, mais après aux environs du 7e jour. Donc tout ça est vraiment géré de manière très professionnelle par les CPAM, par les équipes de l'Agence régionale de santé, de manière à ce que les gens prélevés soient prélevés également au bon moment,
de manière à être sûr qu'on a un résultat qui soit fiable. Alors cet été, on a eu le message « Faites-vous dépister ». Il y a eu pas mal de campagnes. On va voir quelques images sur le paquet à Annecy. Il y a eu également l'hôpital d'Annecy, Gaillard, voilà, Chamonix. Concernant les tests de dépistage, la Haute-Savoie aujourd'hui est à 5,17% de taux de positivité. Pour ne pas saturer un système qui est tendu, les résultats peuvent être longs à arriver. Maintenant, il y a un niveau de priorité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se faire tester ou on ne va pas se faire tester? Je pense que d'abord, il faut prendre conscience du fait que cet été, nous avions beaucoup moins de cas positifs et donc de cas contacts à dépister. Il est vrai que cette campagne de dépistage massive nous a permis de détecter des gens qui étaient asymptomatiques. C'est-à-dire, je ne porte pas la maladie et pourtant je suis bel et bien positif. Et ça permettait d'éviter que cette personne vienne à contaminer son entourage proche. Maintenant, aujourd'hui, il est vrai qu'avec le nombre de cas qui augmente, on est en situation plus tendue au niveau des prélèvements et donc on a décidé effectivement de prioriser. Alors prioriser qui? C'est tout simple, on priorise d'abord des personnes symptomatiques, très clairement, parce que là, il est important vraiment de les dépister tout de suite. Les personnes contacts à risque, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir des personnes contacts, mais l'éloignement, le fait est qu'on mène une enquête globalement et que si cette personne n'est pas à risque, il n'est pas utile de la prélever, ou en tout cas pas tout de suite pour le coup. Et puis les professionnels de santé, bien sûr. Donc ça veut dire que tout le monde peut se faire dépister, mais après il va y avoir une priorisation, notamment au niveau des résultats. Quelqu'un qui est inquiet, mais qui n'aurait pas forcément de symptômes, il y va ou il y va pas? Oui, il y va, bien sûr. Il prend un rendez-vous et là aussi, l'inquiétude mérite d'avoir une réponse. Maintenant, il faut être aussi clairvoyant par rapport à ce que je viens d'évoquer. Et puis surtout, on a des médecins aussi qui sont là. Ces médecins sont vraiment là pour apporter aussi, le médecin généraliste est vraiment là pour apporter la juste information aux patients. Et je pense que là aussi, ils ont fait un énorme effort durant toute cette crise. Donc, une personne qui a des craintes, plutôt que d'y aller tous les jours parce que certaines personnes peuvent faire cela, je pense qu'ils ont plus intérêt à aller voir leur médecin traitant. Ce sera certainement plus efficient. Alors aujourd'hui, la Haute-Savoie n'est pas en rouge. C'est le cas de 42 départements, dont l'un pas très loin. Qu'est-ce qui change d'un département à l'autre? Est-ce que la Haute-Savoie peut passer en rouge dans les prochains jours? Est-ce qu'on se comporte différemment dans un département rouge ou un qui n'est pas rouge? Alors, d'abord, est-ce qu'elle peut passer? Je n'ai toujours pas la boule de cristal et Dieu sait si depuis le 7 février, on aimerait en avoir une. Maintenant, oui, vu les résultats, on va voir durant les quelques jours suivants et les semaines à venir si effectivement on doit passer en rouge. Après, que faire? Je crois que là aussi, c'est un message de prévention qu'il est nécessaire de reprendre et de rabâcher. Parce que sincèrement, au sein de nos cellules de crise, nous rencontrons encore des situations qui sont totalement anormales et inacceptables, mais qui engendrent derrière un impact énorme sur des personnes positives qui vont même repartir sur toute la France. Et là, derrière, il faut qu'effectivement, nous engagions un travail qui est vraiment important. Donc si on pouvait au moins renouveler ces... Donc, ces situations que vous citez, ce sont par exemple les rassemblements en famille, on fait peut-être un petit peu moins attention? C'est ça, mais en famille, mais aussi entre amis, aussi les clubs sportifs, etc. Parfois, le sport est une bonne chose. Maintenant, l'après-séance de sport peut là aussi engendrer des rencontres qui ne sont pas forcément avec vous savez ce qu'on tient comme discours aujourd'hui, hein, c'est cette distanciation, le masque. Mais non, on boit un coup ensemble. Le malheur, c'est que voilà, il se passe vraiment des faits aujourd'hui qui nous font redouter qu'effectivement, si chacun ne se met pas en face de ses responsabilités, et ce n'est pas la préfecture qui doit agiter le chiffon rouge, c'est chacun doit prendre sa responsabilité, et chacun, vraiment, doit être conscient que la vie de ses parents, de ses grands-parents, dépend vraiment de son attitude personnelle. Parce qu'aujourd'hui, on est à 32 personnes hospitalisées pour la Haute-Savoie, 2 en réanimation. Donc on est très loin de la saturation des services de réanimation, en sachant qu'il n'y a pas que le Covid, évidemment. On sait qu'il y a un décalage entre le pic, c'est ce qu'on a vu cet hiver, un décalage entre les nouveaux cas et les nouvelles hospitalisations. Dans 15 jours, vous craignez une saturation des services d'hospitalisation, des services de réanimation? Je ne sais pas si on la craint, mais en tout cas, on y est très attentif, évidemment, parce qu'on sait ce qui s'est passé une fois de plus au mois de mars, et on ne veut absolument pas être pris dans cette nasse qui fait qu'on a une augmentation fulgurante du nombre de cas. Et par conséquent, les hôpitaux,
autant que les cliniques privées qui ont vraiment joué un rôle conséquent aux côtés de nos hôpitaux publics, eh bien, tout le monde se prépare dès aujourd'hui de manière à bien d'abord tirer les enseignements de ce qui s'est passé au mois de mars, à mieux se préparer et certainement à mieux gérer. Mais il faut bien être conscient aussi qu'on a des équipes qui sont usées, qui ont été usées par cette première vague. Et là aussi, prendre ses responsabilités aujourd'hui en portant un masque et en respectant les distanciations sociales, c'est aussi respecter le travail de ces personnes qui ont été applaudies. Eh bien, si on veut les applaudir aujourd'hui, c'est possible en respectant toutes ces mesures. Vous avez cité la première vague. On y est dans la deuxième ? Non, on n'est pas forcément dans une deuxième vague, mais on voit bien qu'on a les prémices, vous le voyez, hein, de jour en jour, des départements passent en rouge. Ce n'est pas pour rien, clairement. Donc on ne peut rien contre les chiffres, ils sont là. Et il faut admettre qu'effectivement, petit à petit, la situation est en train d'évoluer. Je vous propose juste d'écouter un extrait d'un reportage qu'on a réalisé au centre hospitalier Métropole Savoie, chez nos voisins savoyards. On écoute le docteur Dalmont, qui est le médecin référent qui s'occupe des situations de crise. Nous sommes prêts à armer très rapidement, dans les 24 heures, 10 lits supplémentaires de réanimation. Cela dit, il n'arrive pas 2, 3, 4 patients par jour. Hein. En ce moment, c'est 1, 2, 3 patients par semaine. On n'est plus dans des secteurs Covid plus, Covid moins. On est dans des salles d'examen où on isole les patients pour les recevoir aux urgences adultes, pédiatriques, gynécologie, obstétrique. En revanche, les patients, une fois qu'ils sont confirmés positifs, donc ils sont vraiment contagieux, eux sont isolés en chambre seule. L'organisation a également été repensée pour pouvoir poursuivre les actes médicaux ou chirurgicaux et éviter de repousser des opérations comme cela fut le cas au printemps. Certains ont terminé le rattrapage, c'est-à-dire qu'ils ont revu tous leurs patients. D'autres auront besoin encore de 2 voire 3 mois. Donc on souhaiterait aussi que la deuxième vague, on ne soit pas obligé de déprogrammer pour à nouveau devoir rattraper après. Ça va être possible de mener les deux de front si deuxième vague il y a dans les prochaines semaines ? Alors, le but de notre action aujourd'hui, c'est vraiment de se permettre effectivement de ne pas avoir une deuxième vague telle que nous l'avons connue et de continuer les opérations qui sont prévues. Nous savons qu'effectivement, en Haute-Savoie, les établissements ont également rattrapé ce retard, voire même pris un peu d'avance quand elles le pouvaient. Maintenant, la déprogrammation fait toujours partie du plan et il est évident que si nous avions à faire face à un nombre de patients très important, il faudrait à nouveau passer par une déprogrammation qui pourrait, elle, être vraiment très calculée, progressive et puis adaptée, une fois de plus, aux établissements, mais surtout à l'actualité du moment sur tel ou tel territoire. Merci beaucoup Luc Rollet pour votre éclairage. Restez avec moi juste le temps de rappeler que des campagnes de dépistage, on l'a dit, sont régulièrement organisées en Savoie, Haute-Savoie. Demain, mardi, rendez-vous est donné à Chambéry, au Biolay, salle Jean-Baptiste Caron de 16h à 19h pour des dépistages. Et enfin, tous les lundis matins du mois de septembre à Annecy, le centre hospitalier organise des dépistages à hauteur de 150 prélèvements par jour. Dans le reste de l'actualité, je vous le disais en titre, la foire de Savoie, 92e du nom, a été inaugurée ce vendredi à Chambéry. Et cette année, peut-être plus que d'habitude, le rendez-vous a des allures de plan de relance économique. 400 exposants espèrent profiter de cette dizaine de jours pour sauver ce qui peut l'être. Sébastien Germain. Covid-19 ou pas, à la foire de Savoie, on ne transige pas avec la tradition. C'est donc en musique et en fanfare que cette édition 2020 a été inaugurée ce vendredi. Et au vu du contexte sanitaire actuel, la tenue de cette 92e édition de la Foire de Savoie relève presque de l'exploit, avec ses 400 exposants sur 70 000 m² et ses 5 000 visiteurs attendus par jour. C'est le premier événement public depuis le 15 mars. C'est le premier événement pour nous, Savoie Expo, mais c'est aussi le premier événement pour nos exposants. C'est renouer avec le public, renouer avec le présentiel, avec le contact. Et donc oui, elle a effectivement un sens très différent cette année. Que les entreprises petites, moyennes ou grandes, parce que dans les stands, il y a de tout. Il y a des petites boîtes, il y a des boîtes plus importantes et que tout le monde est là pour gagner cette bataille de l'économie, cette bataille de l'emploi. Gel, masque, désinfection, difficile de passer à côté des mesures barrières. Mais l'essentiel est ailleurs. Cette foire de Savoie 2020 peut s'apparenter à un symbole de la relance de l'activité économique savoyarde. Une reprise qui est venue constater sur place Laurent Wauquiez, le président de la région Aura. Ma préoccupation, elle est toute tournée sur la défense de nos artisans, de nos commerçants, de nos PME. Et donc pour moi, bien sûr, le fait de tenir la foire, c'est une façon de dire on est vigilant, on fait attention à toutes les questions sanitaires, on accompagne nos médecins, nos hôpitaux, mais on essaye aussi que l'activité économique, elle reprenne et que la vie, elle soit conciliable avec ça. C'est ça nos enjeux. Et pour les commerçants et les exposants,
Cette foire est particulièrement attendue. Après plusieurs mois très compliqués, cette manifestation peut leur permettre de relancer la machine. Malgré tout, après la période de déconfinement, on a eu une forte affluence au showroom. Du fait, je pense que les gens ont réfléchi, se sont dit si on veut passer le cap et se faire plaisir à un moment donné, c'est le moment ou jamais. La 92e foire de Savoie dure jusqu'au 21 septembre prochain. Et comme chaque année, un pays est à l'honneur. Une exposition consacrée au Japon est donc visible sur plus de 1200 mètres carrés. Petite info pratique, si vous avez prévu de circuler autour du lac d'Annecy ces prochains jours, le chantier pour aménager la piste cyclable se poursuit sur la rive est entre Verrier et Menton. Des travaux sur les réseaux sont réalisés en parallèle. La RD 909 au niveau de Menton sera donc totalement fermée à la circulation du 14 septembre au 2 octobre, du lundi au jeudi soir, la nuit donc uniquement. Et puis l'information a été confirmée par la préfecture cet après-midi et Emmanuel Macron sera en Savoie ce mercredi. Le président de la République est attendu à l'arrivée de la 17e étape du Tour de France au sommet du col de la Lauze à Méribel. Ce jour-là, les coureurs au départ de Grenoble passeront par la Maurienne avec le col de la Madeleine avant de relier la station savoyarde. Le lendemain, 17 septembre, le peloton reliera Méribel à La Roche-sur-Foron en passant par le Cormet de Roseland, le col des Saisies, celui des Aravis et encore le plateau des Glières. On arrive doucement vers la fin de ce journal. Juste après, vous retrouvez la météo et votre nouveau magazine de la rédaction, Panorama. Chaque semaine, l'équipe s'installe dans un lieu emblématique de notre territoire pour un coup de projecteur en 4 épisodes. Direction Mieuxy, cette fois-ci, le berceau du parapente. Ce soir, Victoria Lopez rencontre l'un des pères de la discipline, Jean-Claude Bétan. Petit extrait. On est arrivé à Roche-Palu, dessous. C'était bizarre de voir des parachutes sur le dos en montagne. On s'est dit les gens vont nous prendre pour des fous, il y avait quand même des marcheurs. Et là, on a mis les vestes sur les sacs pour cacher, pour pas qu'on voit ce que c'était. Et les parachutes étaient pliés pour le saut d'avion, ils étaient équipés. Tout, on est arrivé ici, on a ouvert, le vent était très bon. Et quand on est arrivé, André Beaune m'a dit si tu veux essayer, moi j'y vais pas, c'est trop risqué et tout. J'ai dit moi j'y vais. Je l'ai senti bien, j'ai pris beaucoup d'élan, la voile est montée, j'ai couru dans la pente et j'ai décollé. J'ai fait des virages et je me suis reposé au pied de la pente. Je suis remonté, j'étais en nage, je transpirais, il faisait une chaleur. Et là, il m'a dit c'est bon, ça doit marcher, je pars, tu me suis, on y va les deux. Et on a décollé les deux pour aller se poser au terrain de football 1000 mètres plus bas. Voilà, c'était le premier vol. Voilà, retrouvez l'interview en intégralité juste après le journal et la météo ce soir. C'est la fin de ce journal. C'était un plaisir de vous retrouver. On se quitte et on se retrouve demain pour un nouveau journal à 18h. Donc, merci de votre fidélité à l'info sur Rythme Blanc. Merci à toute l'équipe. Passez une très belle soirée.